Ecom Talk, le rendez-vous numéro 1 pour un maximum de value. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là, merci à Dina d'être là ce soir. On est là pour le Ecom Talks numéro 20. Donc aujourd'hui, on a de la chance d'avoir Dina de Hyper SKU, donc qui va nous parler de beaucoup de choses, notamment donc tout ce qui est le fulfillment, les expéditions, la logistique, tout le côté un peu inconnu des e-commerçants entre guillemets, étant donné que nous on va plutôt dealer avec tout ce qui est le marketing, les clients, les créas, tout ça. Et je pense que c'est très très pertinent d'avoir quelqu'un qui est de l'autre côté, qui est là où, sur le champ de bataille, comme, comme je dis, voilà, à fulfill, à trouver justement les meilleures usines pour avoir les meilleurs produits, expédier le plus rapidement possible et avoir une satisfaction cliente qui soit la meilleure possible. Donc, Dina, merci beaucoup d'être là. Bonjour tout le monde et vraiment merci de nous avoir reçus. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Et oui, je suis vraiment excitée d'être parmi vous. Super, c'est top. Donc, Dina, voilà, a beaucoup d'expérience. Elle travaille chez Hyper SKU. Elle va pouvoir nous en parler mieux que moi, je vais pouvoir le faire. Donc, comme je le rappelle, les Ecom Talks, c'est quelque chose de très participatif. Vous pouvez à tout moment, même dès maintenant, poser vos questions en commentaire du space. Vous pourrez aussi demander à monter un peu plus tard pour poser vos questions directement à Dina ou pour, je sais pas moi, voilà, apporter aussi vos connaissances si vous en avez, si c'est pertinent. Voilà, donc à tout moment, n'hésitez pas à commenter et à interagir parce que là, vous avez vraiment une personne qui est vraiment calée dans le milieu pour répondre à toutes vos questions. Donc Dina, moi j'aime toujours commencer en donnant la parole à l'invité pour que l'invité se présente, pour que tu puisses raconter ton parcours, ce que tu fais, ce que tu as fait, pourquoi tu t'es intéressé à l'e-commerce et où tu en es maintenant et qu'est-ce que tu fais un peu tous les jours. D'accord. Ben, moi, pour commencer, je voudrais contextualiser. J'ai résidé en Chine en 2011 à 2023. Et quelques mois après mon arrivée là-bas, j'ai découvert l'importance des achats en ligne dans la vie quotidienne des Chinois. Donc, tout pouvait être acheté en ligne, des vêtements, nourriture, médicaments, tout. Après aussi, j'ai constaté que les prix étaient très abordables. Donc, en 2012, j'ai commencé à proposer des services d'achat et d'expédition sur Facebook et cela m'a permis d'acquérir une base clientèle. Et après, de plus que j'ai eu beaucoup de clients, j'ai ouvert une entreprise et en même temps, je faisais mes études en Chine et l'entreprise à côté. J'ai collaboré avec beaucoup de sociétés locales pour acheter et expédier leurs produits, mais tout était avec transport maritime. Et c'était vraiment une approche très, très traditionnelle. Après, j'ai obtenu mon master's en 2019 et j'ai décidé de chercher un emploi pour comprendre le fonctionnement du monde d'entreprise et vraiment apprendre comment scaler ce projet. Et j'ai rencontré le PDG de Hyperscu par hasard dans une app, called Boss et cette application, à cette époque, tu pouvais directement parler avec le CEO d'une entreprise et parler de ce que tu veux faire et après, s'ils sont intéressés, ils te donnent une interview et moi, il m'a donné une interview et 2 semaines après, je suis avec Hyperscu. Donc avec Hyperscu, depuis décembre 2019, j'ai pu explorer des aspects plus larges de la logistique parce qu'auparavant, je me suis spécialisée au transport maritime et avec Hyperscure, on avait eu beaucoup de connexions avec des transports aériens, aussi, ferriers. Après, on a aussi eu beaucoup d'opportunités à travailler avec des vendeurs en ligne qui utilisaient, Shopify, WooCommerce, BigCommerce, ce genre de plateforme indépendante et c'est aussi, Hypersque est une plateforme, pour approvisionnement, mais aussi aspect logiciel et c'était vraiment waouh! J'ai vraiment aimé et c'est pour ça que je suis restée jusqu'ici à 5 ans. Donc, heu,
Mon tous les jours, vraiment maintenant, c'est, de parler avec les personnes qui ont des boutiques, en ligne, de les aider à trouver des solutions en approvisionnement, comme par exemple trouver le bon fournisseur, utiliser les bons lignes logistiques. Maintenant, on a un projet de branding qui est vraiment un peu, mature et je les aide à créer leur marque par le biais d'Hyperscu, bien sûr et heu et voilà. OK, c'est vraiment super. C'est moi ça me fascine parce que, bah, déjà tu parles français. Moi je voulais savoir comment ça se fait que tu parles français en fait? Tu viens d'où? C'est quoi, qu'est-ce que tu as fait comme études, OK, donc moi je suis, mon père il est from Madagascar et ma mère elle est française, donc je parle français. D'accord. Après après le lycée, je suis venue en Chine, et j'ai appris la langue chinoise en Chine. OK, d'accord. Ah ouais, tu c'est assez incroyable. OK, d'accord, donc là tu parles chinois, français, anglais, c'est ça? Oui. OK, OK. Non, bah, ça, c'est vraiment top parce que parfois, ce qui peut être un frein aussi pour certains e-commerçants quand ils doivent justement parler avec des agents, je sais notamment dans la plupart des cas des Français, vont peut-être avoir du mal soit à converser en anglais et parfois ça peut voilà créer un peu des difficultés de compréhension et d'avoir quelqu'un justement qui sait parler français, je pense que ça peut vraiment apporter une plus-value. Comment ça se fait du coup qu'en fait le boss justement de Hyper SKU a tout de suite apprécié et a voulu t'embaucher directement, dans l'entreprise. Je crois que c'était parce que, j'ai déjà commencé une petite entreprise d'import-export en 2012 et à cette époque, j'étais assez jeune OK, et il était vraiment like: «OK, tu es une fille et tu es jeune et tu as déjà fait tout ça, peut-être que tu peux grandir dans notre entreprise» et je crois que vraiment, bon, pour moi, je crois que c'était ça vraiment qui lui intéressait et voilà. OK, OK. Alors moi, je vais rentrer directement dans le vif du sujet parce que les gens qui nous écoutent là, c'est vraiment, je pense, pour la plupart des e-commerçants, donc certains qui sont déjà avancés, certains qui sont en train d'essayer de faire grossir leur business. Et moi, les questions pour moi, une question qui peut revenir souvent, ça va être comment vous choisissez des bons fournisseurs quand vous êtes en Chine et que vous devez, par exemple, il y a un client qui va vous contacter et qui va vous dire, OK, moi je veux vendre ce produit. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là chez vous de votre côté? D'accord, donc je crois qu'il y aura 2 réponses pour cette question. La première réponse, si c'est déjà, un vendeur établi, donc il a les commandes, il a des commandes stables et il nous donne le lien du produit, on va directement acheter, des échantillons venant de plusieurs fabricants et la plupart du temps, on a aussi déjà des échantillons dans nos bureaux parce que peut-être que ce sont déjà des produits qu'on a déjà envoyés auparavant. Donc, s'il y a déjà le volume, donc on s'investit, on achète les échantillons, on regarde qui est le meilleur vendeur et après meilleur fabricant et après on donne des vidéos ou des photos aux clients pour leur dire nos feedbacks et si ce sont des produits qu'ils n'ont pas encore vendus, mais peut-être qu'ils ont déjà le bagage pour lancer un produit, on peut aussi faire ce genre d'investissement pour nos clients. Mais par exemple, on a aussi beaucoup de personnes qui viennent de commencer, ils sont intéressés à lancer un produit, mais pas de commande et pas d'expérience pour ce genre de sourcing. Ce qu'on fait parce qu'il y a déjà une base de données des fournisseurs qu'on a, on travaille avec 3000 plus de fabricants Hmm, et eux, ils ont déjà, c'est pas juste pour nous, c'est pour les personnes dans notre monde et ils ont déjà beaucoup de feedback, des photos et tout ça venant de leurs propres clients et ce sont pas des clients qui achètent un ou 2 pièces, ce sont des clients qui achètent en gros. Donc d'accord. on regarde toutes ces feedbacks et aussi leurs points, en priorité on regarde aussi si on achète aujourd'hui, quand est-ce qu'ils vont, envoyer le produit? Parce Ah, qu'il ok. y a des
fournisseurs, peut-être qu'ils sont vraiment ils ont vraiment beaucoup de feedback positif, mais ils râlent pour envoyer les produits. Donc, en priori on a des priorités, la qualité, est-ce qu'ils sont rapides, quels sont les feedbacks des personnes qui ont acheté avec eux. D'accord, OK, donc pour vraiment, voilà, avoir un ouais, vraiment un vrai feedback, c'est pas juste, une comment dire? Une supposition de: «OK, bon, il me dit que, la qualité est bien» et cetera. Vous allez vraiment vérifier pour avoir un maximum de data, en fait, pour Voilà. assurer que le produit soit bon. Parce que là, par exemple, on a un commentaire, de Tal qui dit qu'il est curieux de connaître un peu plus les détails et les étapes du sourcing parce que sur Mmh mh. papier, toutes les grandes plateformes vendent à peu près toujours la même qualité, mais Mmh. derrière la qualité est peut-être assez moyenne en fonction des fournisseurs. Oui, donc, en généralité, pour nous, c'est que vous envoyez un lien du produit qui détaille, heu, des photos qui a des photos vraiment détaillées, aussi les termes techniques et tout ça. Hmm, Après, on va voir qui est le fabricant officiel pour ce produit et si le fabricant officiel a des MOQ, donc et si tu ne peux pas acheter cet MOQ, donc on va au second fabricant, de choix. d'accord. Après, on va parler avec eux, demander, est-ce que c'est en stock? Parce que la plupart des compagnies, d'habitude, ils ne demandent même pas ça, ils vont juste te donner un prix et c'est tout. C'est vrai ça, Nous c'est vrai, c'est vrai. ouais, nous, on demande tout à chaque fois, est-ce qu'il y a des stocks, quels sont leurs, plans pour, la production et tout ça, pour qu'on puisse savoir que est-ce que c'est quelque chose qu'on peut scaler ou pas. Ok. Après, hem si tu as déjà le volume, on va directement acheter, l'échantillon. Si tu n'as pas le volume, on leur demande des photos ou on regarde les données que je viens de dire parce qu'on peut aussi voir quels sont le volume de transactions qu'ils ont eu pour ce produit en particulier. Donc tu pourrais voir, dans les derniers 30 jours, ils ont eu 1000 commandes ou 3 commandes. Donc tu peux déjà savoir que oui, ce produit pas beaucoup de personnes achetaient ou comme ça et tu peux vraiment voir par expérience c'est un bon fabricant ou pas. Hmm. Donc je crois que si tu as déjà le commande, c'est vraiment facile parce qu'on peut avoir l'échantillon. Mais si tu n'as pas encore le commande, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille directement avec le client et on lui dit: «OK, on a tout vérifié, ils sont clean, mais on va commencer à envoyer» et quand tu commences à scaler, ce produit, si jamais il y a un problème, on peut directement changer le fabricant parce que d'habitude, on choisit 5 fabricants pour chaque produit, juste au cas où l'un n'a pas de stock et on doit changer de l'autre fabricant. Ok. Et oui, c'est vrai, quand tu regardes en ligne, par exemple, il y a les photos sont toutes les mêmes, mais quand tu as le produit avec toi, c'est vraiment pas la même chose. Oui, ouais, ouais, exact. Ça, c'est vraiment un des problèmes qui arrive souvent. Ouais, 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 non, c'est réel. Et ok. Ensuite, moi, la question que j'aimerais te poser, c'est que lorsque vous avez donc un e-commerçant qui vient vous demander, qui vous envoie un lien d'un produit avec toutes les spécificités, tout ça, il va vous dire par exemple, ok, moi pour le moment, j'ai pas de volume, ou lui il va vous Mmh dire, pour le moment j'ai 100, j'en vends 100 par semaine, 100 par jour, j'en sais rien. Ah, c'est mh. quoi un peu comment vous étiquetez les clients? C'est-à-dire, vous avez les clients qui vendent qui font 10 commandes par jour, les clients qui font 100 commandes par jour, comment vous allez gérer ça en fonction en Mmh fait du mh. volume qu'ils font? Est-ce que certains clients vont avoir un support prioritaire? Et aussi, moi, une question qui m'intrigue, votre client actuellement le plus gros, Mmh. enfin, il fait combien de ventes par jour ou par mois actuellement? OK. Donc comment on priorise les clients? Quand ils s'enregistrent dans notre, site web, donc ils peuvent directement connecter leur, boutique. Donc quand ils connectent le boutique, on peut voir s'ils ont des commandes ou pas. Mhm. Donc s'il y a pas de commande qui entre, donc on a, un service clientèle qui est dispo de 20 heures sur 24 par jour et donc ils vont t'aider à répondre des questions basiques. Donc tu Ok. pourras avoir des réponses comme ça avec les services clientèle pour ceux qui n'ont pas encore de commande.
et après, si tu as déjà des commandes, on va dire 10 par jour, donc tu vas avoir un agent qui va être dans un groupe WhatsApp avec toi et vous allez gérer les commandes ensemble dedans. Par exemple, c'est déjà prêt à être payé. Par exemple, il y avait un produit cassé, donc tu veux avoir un after sale et on va envoyer les photos dedans et tu auras accès à cette personne 5 jours sur 7. Après, il y en a qui sont vraiment, par exemple, 1000 commandes par mois. Eux, ils ont plus de support. Donc, on a 2 ou 3 personnes qui sont avec eux pour gérer leurs commandes. Et oui, tu as demandé, le volume de commandes de nos plus grands clients. Je crois au mois de janvier maintenant, j'ai vu peut-être 3000 commandes par, jour. Eux, ils ont vraiment l'appui de jusqu'à 7 personnes dans notre, compagnie et on travaille lundi jusqu'à, samedi pour eux parce que dimanche, notre entrepôt n'envoie aucun produit. Mais quand même, je vois toujours nos, gestionnaires de compte tous les dimanches, ils répondent dans le groupe et tout ça. Donc n'importe quel volume tu aies, il y a toujours un support clientèle pour toi chez Hyperscu. Mais peut-être que ça dépend du volume que tu as pour que tu puisses avoir plus de support. Ok, bien sûr, bien entendu. Ok, ok, super intéressant, merci. On a une autre, un autre, une autre, pardon, commentaire de Tal et il demande est-ce que on peut déduire du fait que si un MOQ est faible chez un fabricant, c'est que la qualité elle est moindre. Est-ce que donc si un fabricant il dit ok moi j'ai un MOQ de minimum 500, la qualité elle sera meilleure pour le même produit que celui qui va Mmh. dire moi le MOQ c'est 10. Je crois, mais 10 ans passés, peut-être que c'était le cas, mais maintenant parce que vraiment il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées dans le dropshipping ou e-commerce et ils testent des produits. Les fabricants maintenant sont moins, ils n'exigent plus beaucoup de MOQ et même des fois, ils acceptent une pièce et maximum 3 pièces. Donc ils savent déjà qu'il y a beaucoup de personnes à l'étranger qui vendent ces produits-là heu, en ligne et qui vont pas acheter en stock. Donc maintenant, ils se sont adaptés. Donc pas nécessairement parce que c'est juste avec un MOQ d'une pièce, c'est un mauvais fabricant. Hmm, Ensuite, la plupart des clients, quand ils ont des commandes, peut-être que, dans une journée, ils ont 10 commandes pour ce produit. Donc à la fin, c'est déjà un manque de 10 pièces. Donc oui, c'est pas vraiment un critère qu'on peut juger parce que tu demandes un MOQ de 1 pièce ou 10 pièces, donc tu es un mauvais fabricant. Heu, En ce moment, ils se sont tous adaptés. ok. Il y a toujours des produits quand même que les fournisseurs n'acceptent pas un faible MOQ parce qu'ils doivent acheter les matières premières en avance et Hmm. pour liquider ça vraiment rapidement, ils demandent beaucoup de MOQ. Donc Et c'est c'est vraiment quoi si c'est ces produits-là, justement, qui demandent plus de MOQ généralement? d'habitude, si ce sont des produits électroniques et qui ont des matières premières les chips comme ça, ils doivent Hmm, acheter en gros, donc d'habitude, ils demandent un gros MOQ, mais aussi il y en a des fabricants qui sont vraiment, vraiment intelligents. Ils fait des produits, semi-finis comme ça, le MOQ n'est pas à 500 pièces ou 1000 pièces, peut-être que c'est à 10 pièces, 20 pièces parce que c'est un produit semi-fini. Quand tu as des commandes, ils vont juste, finir la production. Le désavantage pour ça, c'est juste que en général, ils peuvent envoyer aujourd'hui, mais si c'est un produit semi-fini qu'ils doivent finir, peut-être qu'ils vont envoyer dans 3 jours, donc le délai de traitement sera un peu plus lent. ok, ok, très intéressant. On a HMD qui demande, est-ce que vous proposez un processus pour gérer les retours clients? Parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose que, voilà, ça peut être assez compliqué, surtout moi je sais, dans le cadre de la fashion, quand voilà, on veut vendre des vêtements, il peut y avoir beaucoup de problèmes de taille, et Mmh. ça peut être voilà, une problématique qui est assez difficile à gérer. Du coup, comment vous gérez ça, vous, de votre côté?
Donc maintenant pour Hyperscu, on n'accepte aucun retour. Par contre, on travaille vraiment très prochement avec nos clients et on essaie de voir leurs données. Donc par exemple, on a des clients qui fassent, soi-disant 1 500 commandes par mois et pa s'ils travaillent avec nous, on donne, un pourcentage de monte de remboursement sans explication. Et qu'est-ce que ça veut dire? On leur donne 1 ou 2 par rapport à leur volume et s'ils ils veulent rembourser le client parce que c'est avec un problème de taille, couleur, blablabla, donc ils peuvent juste dire: «Est-ce que je veux utiliser mon droit pour le remboursement sans raison» et on leur donne de l'argent, on leur rembourse la commande et ils remboursent le client. Donc Mmh. pour ce genre de pour le moment, c'est ça qu'on peut offrir, à Et la vous faites place du sinon retour. du resend, pour gratuit, du resend gratuit. Par exemple, voilà, la commande c'était un pull en L, c'est trop grand. Le client il veut en M. Est-ce que ça passe aussi, par exemple, donc votre client il vous dit, ok, est-ce que tu peux renvoyer ce pull en M à cette personne et vous le faites gratuitement et ça passe comme un entre guillemets remboursement du coup, non? Oui, ça passe aussi, mais la seule condition, c'est que vous devez faire, 1 000 commandes par mois Ok, ouais. ou plus et vous pouvez avoir cela. Pourquoi? Parce que quand on renvoie ce produit, qu'on vous rembourse, c'est parce qu'on veut vous supporter. C'est pas parce que quelqu'un va nous rembourser. Mhm. Donc on peut pas faire ça pour tout le monde. Il faut vraiment gérer le risque pour nous et aussi, être assez, être profitable parce qu'on fait le business pour être profitable aussi. Bien sûr, bien sûr. Et après, pourquoi on n'a pas encore fait le retour? On avait essayé de faire le retour en 2021 et le problème, c'est qu'à la fin, pour faire un retour, c'est vraiment plus cher que de renvoyer. Ouais, Parce parce que que vous avez pas de warehouse, par exemple en Europe ou aux États-Unis, c'est directement en aux Chine. États-Unis, on a des warehouses, mais le coût est vraiment plus cher après parce que le coût des personnes qui travaillent ici aux États-Unis, c'est plus cher que les personnes en Chine. Donc, Hmm. juste pour prendre ce vêtement, l'envoler une dernière fois, peut-être que tu dois payer 2 3 $ et après, ça n'en vaut pas la peine. Ok, Et ouais. les clients, à la fin, ils ont dit: «Non, je ne veux plus faire le retour parce que j'ai plus d'argent». Ok, ok, ouais, c'est vrai. Ok, je comprends. Euh, Est-ce que tu as des... Imaginons, comment tu conseilles tes clients pour la négociation de prix avec les fournisseurs, avec les fabricants? À partir de quel moment c'est intéressant d'essayer de négocier avec eux? Quels sont les leviers pour négocier avec eux? Qu'est-ce qui est valorisé aussi par les Chinois dans leur mindset? Est-ce que si on leur dit, écoute, je te promets qu'on va travailler ensemble pendant longtemps et que je travaillerai que avec toi, est-ce que par exemple il va écouter ça et il va avoir plus envie de baisser les prix? Comment on gère une négociation? Est-ce que c'est toi qui le fais à 100%? Voilà, quels sont les arguments? Oui. Pour la négociation, c'est toujours notre équipe qui fait ça avec nos fabricants, parce que les fabricants ne parlent même pas anglais et ils n'utilisent même pas, WhatsApp, Skype et tout ça. Ok. Donc, Ils utilisent ça WeChat, c'est ça? WeChat, mais même les fabricants, les fabricants n'ont pas de service clientèle, donc c'est juste une grande usine et ils font que produire. Donc ils n'ont Hmm. pas qui vont, faire tout ça pour les clients. Hem, Après, comment on négocie? Ça dépend du produit parce que, par exemple, on a, un business qui travaille avec nous. Ils vendent des comment on Complément dit ça? alimentaire. Non, Non? c'est pas Ah, pardon. ce sont des chaussettes pour compression Ah ouais, et ok, ouais, d'accord. ça, et et par exemple, si tu achètes juste une chaussette, c'est vraiment peut-être à 2 $ parce que pour envoyer cette chaussette, dans nos entrepôts, il faudrait déjà payer 1 $, parce que les fabricants peut-être sont dans une autre ville. Et Hmm. si tu achètes 2 déjà, une chaussette va être, 1,5 au lieu de 2 $. Donc ça dépend de chaque produit. Il y a des produits que même si tu achètes 10 pièces en une fois et tu obtiens déjà une grande réduction. Donc
ça, c'est vraiment pour des produits légers parce que, tu peux voir déjà le coût de transport se réduire dans ce cas-là. Après si par exemple la personne qui fait, 3 000 commandes par jour, par exemple, eux, ils ont beaucoup de pouvoir de négociation avec le fabricant parce qu'ils ont beaucoup même le fabricant ne peut pas, produire le produit à temps parce qu'ils ont le fabricant ne peut que produire 2 000 pièces par jour Mmh. et ils disent: «Non, je veux ce produit à ce prix-là, mais je veux pas que la qualité va changer» Mmh. et on fait tout pour parler aux fabricants, comment on peut réduire et tout ça. Et je crois que la meilleure chose aussi, c'est que les fabricants chinois sont vraiment honnêtes et ils te disent tout. Par exemple, pour produire ce produit, c'est 5 $ et toi, tu demandes à 4,5 $. C'est pas possible parce que même les les matières premières ne sont pas couverts par ce coût. Donc il t'aide à trouver des mots. Peut-être qu'on peut payer en dollars et comme ça, il y a aussi, l'exchange rate qui va un peu aider à combler le vide ou vraiment on peut changer le packaging, comme ça on peut, sauver un peu. Mais, ils sont vraiment honnêtes et ça j'aime bien parce qu'ils te disent la vérité et te disent qu'est-ce qui se passe et c'est à toi d'être transparente et de dire ça à ton client. Donc, Mmh. à chaque fois, pour la négociation, on demande toujours aux clients quel est leur budget et si on peut avoir le prix ou même moins, on le donne directement et si c'est pas possible, donc on leur dit tout franc, ben, pour produire ça, il faudrait 5 $ et toi tu demandes 4,5, c'est pas possible. Donc, oui, en termes négociation, c'est vraiment comme ça et OK. ouais. OK. Bah, c'est intéressant et c'est drôle ce que tu me dis là, par rapport aux fournisseurs, et par rapport aux producteurs, en Chine, parce que moi personnellement, j'ai toujours l'impression qu'ils essayent de «nous niquer» un peu entre guillemets et je sais pas comment dire et je suis pas le seul. Je sais qu'on se dit tous, nous: «Ouais, non, mais en fait, il ment là, le fournisseur, c'est sûr, ça lui coûte 10 centimes et il veut me le vendre à 3 $», tu vois? Et Mmh. c'est drôle du coup que tu me dises qu'ils sont assez honnêtes parce que je pense que nous, on a du mal à se dire ça, par exemple. Je crois que c'est normal parce que, par exemple, si tu sors de ce fa de leur office aujourd'hui et tu vas à côté, peut-être que tu vas trouver le même produit qui ressemble au même produit à 4 $ et toi, tu te demandes: «Ah mais il a dit que ça coûte 5 $». Mais si tu vraiment compares les matériels qu'ils ont utilisés, c'est vraiment différent et on Mmh. voit ça tout le temps. Il y avait, une boutique qui vendait des produits de beauté, pour, onduler les cheveux et lui, auparavant, ils utilisaient une autre boîte que nous et chez eux, il a acheté le produit à 7 $ et nous, on a trouvé des fabricants. Le premier fabricant, il, vendait ce produit à 11 $ et tout de suite, elle dit: «Non, mais vous allez vraiment, vous prenez beaucoup de profit là et tout ça». Donc on a acheté les 2 machines, on a envoyé des vidéos et on lui a montré. Tu peux Mmh. voir, celui-là ne marche même pas, c'est juste pour avoir, mais c'est pas la même qualité. Mais si tu veux utiliser ça, bien sûr, on peut l'acheter et ça sera même moins cher que je crois que c'était à 7,5 $ mais à la fin, il a décidé d'acheter le 11 $ parce que le 11 $ c'était plus lourd, c'était vraiment de bonne qualité. Donc oui, je comprends quand tu dis: «Oui, ça coûte moins cher» parce qu'il y aura toujours quelqu'un en Chine qui pourra produire ce produit à moins cher, mais quand tu dis moins cher, ça veut dire que la qualité sera pas la même. OK, ouais, je comprends. Ouais, c'est vrai que et puis, si on est dans une optique long terme avec, comme tu l'avais déjà dit aussi, dans le message que tu m'avais envoyé, la satisfaction client et c'est quelque chose qu'il faut vraiment viser. C'est voilà, vaut mieux payer un produit un peu plus cher, mais être sûr que le client va être satisfait, nous faire de la bonne pub et derrière même peut-être recommander et acheter même pour Voilà des amis ou j'en sais rien, pour la famille, en cadeau et cetera. OK. et Et donc vous privilégiez ça justement alors? Vous privilégiez d'aller chercher des produits de qualité avec des fournisseurs de qualité?
Oui, oui, oui et voilà, et c'est vraiment, le point clé dans l'e-commerce, je crois, parce que j'ai vu ça pendant 5 ans. Il y avait beaucoup de personnes qui ont rejoint Hyperscu et peut-être que, au début, ils ont payé un peu plus pour le produit, mais après, leurs clients ont dit à leurs amis: «Tu dois acheter là-bas parce que c'est la meilleure boutique». Après, ils reviennent pour racheter et leurs coûts d'acquisition clientèle sont vraiment, rabaissis et c'était vraiment bien pour eux. Ils ont pu scaler, ils ont de renom. Par rapport au pas peut-être que tu peux faire 100 commandes, par jour aujourd'hui, mais les clients vont plus revenir après parce que, c'était pas bon. Après aussi, à chaque fois, tu dois payer des pubs pour avoir de nouveaux clients. Au lieu d'avoir 100 clients aujourd'hui, ils sont satisfaits, ils te recommandent, ils donnent 30 clients qui n'ont pas coûté un centime en pub et Exact, ça, c'est bien. exact. Ça, c'est les effets composés. Mais ça, c'est que Mmh. les personnes intelligentes qui comprennent. Ça, on peut pas faire le travail pour les autres. Je suis sûre D'ailleurs, que moi, ça vient j'ai une... d'expérience, c'est pour hein, désolée. non, pas de souci, pas de souci. J'avais une question par rapport à ça, par rapport à tes Mmh clients. Toi, mh. qu'est-ce que tu attends d'un bon client qui est dans le e-commerce? Qu'est-ce que c'est les... je sais pas comment dire, ouais, comment il va discuter avec vous, c'est quoi, comment tu vois un, un gars qui est bon en e-commerce et un gars qui est moins bon? C'est quoi, et si tu as des conseils à donner aux e-commerçants en général, je sais pas sur quels topics en particulier, mais si tu as voilà, des idées, des trucs, est-ce que tu pourrais nous les Mmh. donner? Pour moi, je crois que l'honnêteté pour le client et aussi pour les agents comme les personnes chez Hyperscu, c'est vraiment important. Parce qu'on rencontre beaucoup de vendeurs en ligne et ils sont pas vraiment honnêtes. Quand je dis pas honnête, par exemple, ils disent: «Moi, je peux faire, 100 commandes avec ce produit-là, blablabla» et tu lui donnes le prix de 100 pièces et après, il n'a pas la commande et quand tu n'as pas 100 pièces et tu vas juste acheter une pièce, le prix va augmenter et après il commence à être fâché avec toi. «Mais tu voles, tu as dit que c'est 5 $, mais pourquoi maintenant c'est 6 blablabla», mais lui-même, il n'a même pas dit que c'était pas 100 pièces. Hmm. Aussi, il y a des fois où on a rencontré c'était pas vraiment beaucoup, il y avait pas beaucoup de cas, mais il y en avait aussi des personnes qui envoyaient des fausses commandes où ils envoyaient des colis vides à leurs clients et je pense que ça, c'est pas vraiment quelque chose qu'on devrait faire, Ouais. mais pour aider à booster leur boutique vraiment, grand et on a décidé de ne plus travailler avec eux parce qu'ils n'envoyaient pas les colis vides avec nous, avec d'autres personnes et ça parce que quand tu as des clients qui sont comme ça des fois ça brise la confiance entre les 2 parties et c'est vraiment pas trop bon Attends, et là et tu aussi me dis, donc tu avais des clients qui, avec vous, certains colis, ils étaient fulfilled, mais ils avaient aussi d'autres agents où ils envoyaient des colis vides. voilà Alors et ça, j'ai jamais entendu. Purée, ok, et d'accord. Putain, je savais nous, pas que on ça a existait ça. ils nous disent: «Nous, on a 1000 commandes par, semaine» et quand tu regardes leur Shopify, eux, ils ont 1000 commandes par semaine. Mais ils te disent: «Mais parce que heu, ce produit-là, vous êtes un peu plus cher, donc on va envoyer avec d'autres agents» et ils envoient ça avec d'autres agents, ils disent. Après, ils commencent à avoir des chargebacks et les personnes sur Facebook commencent à dire: «J'ai reçu des colis vides, blablabla». Et on leur a demandé «Est-ce que ce sont vrai?» «Oui, oui, parce que c'est notre stratégie blablabla». Donc Purée, la dinguerie. Ok. Alors là, tu m'en apprends là. Ok, d'accord, j'avais jamais entendu ça. après, côté honnêteté aussi, si vous voulez scaler un produit, il faut le dire en avance parce que, comme ça, on peut directement parler avec, le fabricant et arranger quelque chose. Parce que comme j'ai dit, surtout si le fabricant a besoin de préparer les matières premières, d'habitude préparer des matières premières, ça demande 20 à 30 jours. Ah Donc ouais. si tu au moment où tu scales et le fabricant n'a même pas les matières premières, tu dois attendre 30 jours et on sait tous que si tu fais attendre quelqu'un 30 jours, c'est la fin. Ah ouais. Donc
La communication est très importante et pour nous aussi, pour les personnes parce qu'on les donne des formations tous les jours de dire la vérité. S'il y a un problème, il faut affronter ça et dire ça parce que ce sont des problèmes qu'on doit tous résoudre ensemble. Ok. Ok, non, c'est hyper intéressant ça, mais c'est vrai que c'est assez sous-estimé. Moi, je te dis, j'ai l'impression que c'est parce que les e-commerçants, ils sont tellement focus sur leur truc, à se dire, ok, moi je dois juste vendre plus, qu'ils vont en oublier justement cet aspect-là de la relation avec l'agent et avec la société qui fait le fulfillment. Et alors qu'en fait, Mmh. sans ça, sans cette société, tout le reste s'écroule. C'est ça en fait le truc aussi. Donc c'est hyper intéressant ce que tu dis là, et donc d'encourager vraiment l'honnêteté et la communication avec justement l'agent, parce que finalement c'est un partenaire de business, c'est pas un concurrent, quoi. C'est ça, tu vois. Voilà. Et donc c'est hyper, hyper intéressant ce que tu dis. Merci beaucoup. Ah oui, il y a, il y a un gars, il dit on veut des noms les marques qui n'envoyaient pas. Mais t'es pas obligé de te dire. Il dit Non, ça je pour. peux pas je Ouais, ouais, peux pas le je peux pas le dire comme ça, t'inquiète mais pas, oui, c'est c'est normal. vraiment ouais. Euh, alors attends, qu'est-ce qu'il me dit? Alors il y a Tal qui met un commentaire, il dit est-ce qu'elle pourrait développer sur la niche de la fashion qui fait souvent face à des problèmes de qualité ou des modèles qui ne ressemblent pas du tout à ceux sur les photos? Car je vois que sur leur site, ils ont beaucoup de fashion en listing. Donc tu dis sur le... Mmh, ouais, ok, ouais, donc ça doit être sur le site de Hyper SKU, je pense. mmh. Oui, parce que depuis, 2021, on a eu beaucoup de boutiques fashion qui travaillent qui a commencé à travailler avec nous et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'infos sur le monde fashion. Donc si tu veux faire purement dropshipping, c'est vraiment difficile de d'éviter ce genre de problème parce que par rapport à ce que j'ai vu, les personnes qui font purement dropshipping, chaque semaine, au moins, ils vont ajouter 50 pièces de nouveaux produits dans leur boutique Hmm, et parmi ces 50 pièces, peut-être que ce sont déjà des modés, plus en production, plus en stock, mais si tu entres ça dans les sites, c'est toujours disponible. Ils ont même pas enlevé sur le site ok. et c'est vraiment misleading. Mais si tu veux créer une marque, c'est différent et tu peux créer une marque avec Hyperscu sans faire beaucoup d'investissement pour les inventaires et tu peux même créer une marque en faisant du dropshipping, mais pas en ajoutant 50 articles dans ta boutique toutes les semaines. Hmm, Donc on a beaucoup de modules où tu peux, par exemple, on travaille avec des influenceurs où ils créent leur propre marque et ils choisissent 20 produits et ils se focalisent sur ces 20 produits et on peut faire des étiquetages, on peut contrôler la qualité, le stock et tout ça. Hem, on a aussi, des boutiques qui ont 1000 produits en ce moment dans leur, boutique, mais environ 25 produits qui sont listés dans leur boutique, qui veut dire ces 25 produits ont toujours des commandes et les autres, des fois, ils ont des commandes et c'est pas il y a pas beaucoup de problèmes. Mais si tu te lances dans le fashion et tu vas, vendre 30 000 produits, ben, tu auras toujours un problème de rupture de stock. La photo ne ressemble pas à ce que tu as acheté. Donc, on peut faire plus d'investissement si tu es plus focalisé à quelques produits. On peut acheter le produit, voir si c'est le bon produit et tout ça. Mais si tu vas faire beaucoup de changements dans ta boutique et tu vas espérer que ça va avoir une commande, ça sera difficile parce qu'on ne pourra pas acheter tous ces produits en échantillon. pour vérifier la qualité, ouais. Ok, Et oui. Et ok. pour le monde fashion, c'est aussi quelque chose d'assez compliqué parce que même, avec ces précautions, il y avait juste déjà un cas, je crois que c'était la semaine dernière. Le produit était vraiment superbe et le fabricant n'a pas changé. On après il était en rupture de stock. Il a fait une nouvelle production, mais les matières premières n'étaient pas la même Hmm, et donc ce genre de choses peuvent toujours arriver, mais le plus important, c'est que tu as un partenaire qui peut te le dire: «OK, ça s'est passé comme ça, on doit changer, on doit parler avec eux, on doit résoudre ce problème ensemble». ok. Ok, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup.
je veux juste faire une petite pause 2 secondes pour demander à toutes les personnes qui écoutent. On n'a pas beaucoup de personnes ce soir, malheureusement. Je trouve que c'est dommage parce que on a un sujet qui est hyper intéressant et avec une personne qui a beaucoup de connaissances là-dessus. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les Ecom Talks en rediffusion. Mais si vous pouviez booster, nous aider à booster un peu la visibilité en allant sur mon profil et en ripostant ou en mettant un commentaire, voilà, en partageant du coup le space, ça ferait super plaisir. Là, on vous donne vraiment de la qualité, on vous donne des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Voilà, ça serait vraiment cool si vous pouviez riposte le space pour donner beaucoup de visibilité et c'est une façon pour vous de nous remercier gratuitement pour ce moment. Ok, maintenant j'ai d'autres questions et ça j'ai trouvé hyper intéressant dans ce que vous proposez, c'est que je vois que sur votre compte Twitter et même je crois sur votre site, vous partagez un peu des trends de produits et vous donnez des idées de produits qui sont peut-être en tendance ou qui seraient intéressants à vendre. Mmh. Moi j'aimerais voilà que tu... Et ça je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Parce que ça peut, nous, par exemple, en tant qu'e-commerçant, ça va être difficile parfois de trouver de nouveaux produits qui peuvent marcher, tu vois. Et Mmh. vous, en fait, du coup, qu'est-ce que vous pouvez proposer là-dessus? Est-ce que, par exemple, les usines, elles parlent avec vous et elles vous disent, OK, donc nous, on a créé ce nouveau produit, il est vraiment super, parlez-en à vos clients. Comment vous pouvez, du coup, nous donner plus d'informations sur qu'est-ce qui pourrait marcher? Je ne sais pas si tu vois, par exemple, tu as des clients aux États-Unis, ils vendent beaucoup un produit. Est-ce que tu vas pouvoir dire à des clients en Europe, ouais, ce produit-là, il fonctionne bien ou voilà. Oui. Oui, tout à fait, on fait beaucoup de recommandations, surtout pour nos utilisateurs actifs. Donc, comme j'ai dit, ils sont dans un WhatsApp groupe avec les gestionnaires de compte, les personnes qui font les sourcings, moi ou une personne du management. Et quand on voit les types de produits qui se vendent dans leur boutique, on peut recommander des produits qu'on pense que ça va y aller aussi parce que ça s'est bien vendu avec des boutiques ailleurs, par exemple. Ou, par exemple, le fabricant a dit, ce produit va très bien avec le produit que vous achetez chez nous. Vous pouvez envoyer tout ça et partager avec le client. Et on donne toujours des recommandations pour nos clients parce que quand ils grandissent, on grandit aussi. Exact. Euh, des fois, c'est vraiment fascinant de voir parce que, par exemple, je te donne un produit qui cartonne avec beaucoup de boutiques, mais des fois, ça ne clique pas avec ton audience Hmm, et c'est pas grave parce qu'on donne toujours des produits pour eux pour tester et ils savent aussi si ça va marcher avec leur audience ou pas. Donc, hmm. en général, chaque boutique chez nous reçoivent des recommandations, qui viennent des fabricants quand ils lancent de nouveaux produits ou peut-être qu'ils ont déjà ce produit-là, mais, on ils savaient pas que ça existait, on les relance, ou peut-être parce qu'il y a un trend et on connaît que ça va marcher avec eux et on leur partage. Et les recommandations que tu vois dans le site, ça, c'est partagé à tout le monde. C'est notre équipe marketing et on a une section, approvisionnement dans Hyperscu et ils compilent, cette liste-là pour, partager aux users. Ok, ok, hyper intéressant. Ça, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment un plus parce que c'est très rare d'avoir, je trouve, des. Moi, j'ai mes agents, je leur ai déjà souvent demandé, ouais, est-ce que vous avez des produits à me conseiller qui fonctionnent bien en ce moment en lien avec ma niche, tout ça. Et bon, à chaque Mmh. fois, ils me disent oui, quel genre? Et puis finalement, après, j'ai jamais eu de réponse sur. Et quand j'ai vu que vous partagiez ça sur votre compte Twitter ou sur votre site, j'ai trouvé très pertinent parce que, comme tu l'as dit, c'est dans votre intérêt aussi, si vos clients ont plus de produits qui fonctionnent et que Mmh. bah, ça, il n'y a pas de conflit d'intérêt, bah, c'est super parce que eux ils vendent plus, vous pouvez faire plus de fulfillment et finalement c'est gagnant-gagnant quoi. Et ça c'est vraiment très intéressant. Il y a Carlito, il demandait comment vous gérez les packaging des boutiques à 1000 produits. Par exemple, les 25 les plus vendus, bah, c'est facile, mais comment vous Mmh. faites avec les autres produits? Mmh. Donc, tout, notre système est vraiment automatisé. Donc on se connecte avec, la boutique de la personne. Après on se connecte aussi avec on a un système où le fabricant aussi se connecte avec nous. Donc,
Grâce à ça, on peut automatiser l'achat. Aussi, c'est connecté à nos entrepôts. Nous avons 14 entrepôts en Chine et quand tu reçois ce package, il va confirmer. Après, ils vont vérifier et remballer. Après, ce système-là aussi, c'est connecté avec celui de courrier. On a le tracking label, on ajoute ça sur le packaging et c'est envoyé directement. Donc, tout est connecté par notre logiciel, par la plateforme que vous voyez maintenant, hyperscoop.com. Et ça facilite beaucoup les tâches pour nous, nos clients, les fabricants, le courrier. Hem et peu importe si on a besoin d'acheter 30 000 produits, 100 000 produits, on peut toujours parce qu'on a aussi une section, de d'achat et ces personnes dans cette section, ils ne fait qu'acheter de 9 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir. Ils font qu'acheter des produits pour, heu, pour les clients. Donc oui. Ok, bon, je pense que Carlito, je sais pas si elle a répondu à ta question, sinon détail plus, je t'ai répondu dessus. Pour moi, elle a assez répondu, mais si tu voulais un truc plus particulier, n'hésite pas. D'ailleurs, si vous souhaitez directement poser votre question en live à Dina, vous pouvez demander à monter ou je vous invite à mettre vos questions en commentaire et moi, je lui pose avec plaisir. Euh, Moi, j'avais une question aussi, Mmh. parce que par exemple, ben, il y a Trump aujourd'hui qui est élu. C'est quoi aujourd'hui les défis actuels du e-commerce et comment vous faites pour les gérer? Est-ce que il va y avoir des gros changements? Est-ce que vous vous attendez à des gros changements avec l'arrivée de Trump pour ceux qui vendent aux États-Unis? Voilà, est-ce que tu as des insights là-dessus? Heu, je crois, c'est vraiment trop tôt pour dire quelque chose parce que même quand on demande à nos partenaires et tout ça, ils disent: «Il faut juste attendre et voir ce qu'ils vont faire» et je crois que dans le monde e-commerce, c'est vraiment toujours le cas. Même avant Trump ou dans quel régime, c'était toujours on sait jamais ce qui va se passer. Hmm. L'Europe, le mois dernier, ils ont mis un nouveau système pour les colis qui entrent en Europe. 2 ans passés, ils ont fait ça aussi. Donc, le plus important, c'est d'être prêt, de s'adapter à la situation et de ne jamais, râler parce que il y a beaucoup de personnes qui ont peur du changement, mais on a toujours besoin de changement et il y aura toujours de changement. Donc, je crois qu'il y aura vraiment des transformations dans le monde de l'e-commerce. Hem, je ne sais pas si ça va être, un changement positif ou pas, mais je sais que tout le monde maintenant ne veut qu'acheter sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc si tu vends sur Shopify et tout ça, c'est pas un problème. Si tu vends sur TikTok, peut-être que tu dois déjà avoir un plan B. Hmm. Mais si tu fais Shopify, WooCommerce, Amazon, peut-être que oui, peut-être que les coûts vont augmenter et il faut juste, s'attendre à des changements. Ok, ouais, intéressant. Et donc du coup, moi, si les coûts augmentent, la conclusion personnelle que j'en tire, c'est d'offrir aussi aux clients des produits et une expérience plus grande et plus forte. C'est-à-dire que va vraiment falloir en fait se démarquer et offrir un meilleur packaging, un meilleur produit, une meilleure expérience client quand il ouvre le packaging. Ah ouais, la carte de remerciement obligatoire, peut-être Mmh un mh. produit cadeau qui s'attendait pas. Et je Mmh. pense que c'est ça ouais, qui pourra faire la différence si les coûts augmentent et qu'il faut se démarquer. Et ça va vraiment passer par. Et bon, il y en a d'autres aussi qui parlent de la communauté, Mmh. community brand, un peu, tu vois. Mmh. Et comme ça, tu Voilà, es sûr de toujours avoir des gens à qui vendre, en fait, vu que tu as toujours des gens qui te suivent. voilà. Euh, Je crois que maintenant, c'est le moment de créer ton identité, ta marque et comme ça, si tu délivres toujours des produits qui sont de bonne qualité avec des expériences plaisantes, les consommateurs vont toujours revenir avec toi parce que, par exemple, ici aux États-Unis, ils aiment beaucoup supporter les petites entreprises et même si c'est cher, c'est vraiment cher d'acheter chez les petites entreprises. mhm, Et ça ne leur dérange pas. Ils payent toujours parce qu'ils savent ton travail le travail que tu as fait
ils savent que tu es vraiment passionné avec tout ça, donc oui. Il faut avoir une vision. Donc faire du dropshipping pur maintenant, je sais pas, ça sera pas vraiment un projet à long terme, je crois. Il Ouais. faudrait vraiment avoir une identité et il y avait beaucoup de personnes qui ont déjà commencé à faire ça depuis 2022, mais si tu n'as pas encore fait, donc c'est le temps de le faire. Ok les gars, vous avez entendu ça. Donc si ça vous intéresse, il y a la formation du Hate Lab qui note... Non mais c'est vrai, c'est ce qui est appris dans le Hate Lab. Euh, Ils apprennent justement à faire du e-commerce, du vrai e-commerce, pas juste du dropshipping. Donc si les gars, vous n'êtes pas encore dans le Hate Lab, je vous invite à aller dans le Hate Lab et à suivre la formation qui va pouvoir vous aider justement à aussi devenir de vrais e-commerçants et pas juste faire du dropshipping parce que ça va pas durer des années et des années à faire du drop de merde. Si vous voulez faire quelque chose vraiment de qualité et de vous dire ok c'est vraiment la carrière que je choisis, ben voilà, écoutez Dina, écoutez-moi, faites des choses bien, faites du vrai business quoi, c'est ça qui est important. On J'ai a, quand même j'ai quand même une petite précision à faire. ouais, Il y a de mal de faire du dropshipping, il non bien faut le sûr, faire correctement et par exemple, tu as mentionné les cartes de remerciement, les petits cadeaux. Tu peux faire tout ça en dropshipping parce que, par exemple, chez nous, une carte de remerciement, ça te coûte 20 $ pour, 200 pièces ou 300 pièces. Donc c'est rien par rapport à l'expérience que tu offres. Donc tu as un 20 $ d'investissement pour augmenter l'expérience. Après, tu dropships les produits, mais il faut faire en sorte que ce sont des bons produits. ok. Moi je suis tout à fait d'accord avec toi et puis ça peut aider à se lancer quand on n'a pas Ouais. beaucoup d'argent, qu'on a justement qu'on peut pas faire de stock, moi je jette pas la pierre au dropshipping, c'est super, j'adore le dropshipping. C'est juste de faire Mmh. voilà une expérience de la meilleure qualité possible, un bon SAV, un bon produit, et voilà quoi, c'est tout. Mais et ça justement on peut le faire avec des partenaires comme vous quoi. Et la question tout à l'heure en fait qui demandait Carlito, c'est qu'il demandait par exemple si tu as en fait parce que s'il disait tu as 1000 produits, t'en as un qui est grand, t'en as un qui est moyen, t'en as un qui est petit. Est-ce que vous avez plusieurs tailles par exemple de packaging pour plein de colis différents? Oh, OK. On n'a pas on a 3 tailles, je pense, côté packaging. Donc, si c'est juste un petit produit, donc on utilise un petit packaging. Si c'est un plus grand, on a medium et on a aussi la grande taille parce que pour les petits colis, il faut savoir que si c'est trop grand, donc les douanes vont commencer à faire beaucoup de procédures et c'est pas vraiment dans votre, c'est pas vraiment avantageux pour vous. Donc, on essaie de limiter la taille du packaging et c'est pour ça qu'on a 3 tailles de packaging. On a aussi des clients. Ici, par exemple, il y a un client qui fait du fashion et pour lui, chaque commande, il y a peut-être 8 jusqu'à 15 articles dedans Ah et ouais. lui, il a acheté on a fabriqué des packaging personnalisés pour lui, pour la taille des produits qu'ils vont envoyer. Donc pour lui, c'est une exception parce que la plupart de ses commandes, c'est toujours 8 à 15 pièces et pour les fashion, c'est pas vraiment il y a pas beaucoup de commandes qui sont 8 à 15 pièces dans Hmm. une oui. Ok, mais c'est intéressant de savoir justement que vous pouvez, pour certains clients qui font beaucoup de volume, euh, proposer ça. C'est bien, c'est une bonne chose. Ok. Il y a Dylan, il demandait, à part la fashion, quelles sont les Mmh. niches qui scale le plus en worldwide? Heu, je pense, pet product, c'est vraiment, facile à scaler pour les vendeurs avancés, je crois Ok. et aussi les produits électroniques, tout ce qui est, brushing et tout ça ou, massage facial, les produits électroniques, produits de beauté électronique, ça aussi, c'est vraiment, populaire pour, scaler à l'échelle globale. Hem, quoi d'autre? Hem Oui, je crois que ce sont les 3 les plus faciles à faire parce que déjà, la taille des produits ne sont pas trop énormes, donc le prix d'expédition n'est pas très cher. Après, les gens aiment aussi acheter beaucoup ce genre de produits et ça répond toujours aux besoins des personnes qui sont en Europe, Canada, New Zealand, Australie. Ok.
OK, donc pour ceux qui ont pas compris, elle a dit pet product, donc c'est les produits pour animaux. Voilà, donc si vous la niche des animaux, voilà, ça scale bien worldwide. Si t'en as d'autres qui te viennent à l'esprit, hésite pas. Parce que moi, le seul problème que j'ai avec l'électronique, c'est que Mmh finalement, bah, ça coûte plus cher à l'envoi. Tout ce qui est, par exemple, électronique, tout ce qui est consommable, ça coûte mh. plus cher. Et donc, et il y a aussi plus de risques de mauvaise qualité, justement. Tu sais, où le Mmh. client, il va recevoir un truc, il fonctionne une semaine, après, il fonctionne plus. Et donc, j'ai l'impression que beaucoup de dropshippers, soit ils abandonnent ça directement quand ils voient que c'est électronique, ils laissent tomber, ou soit ils essayent, mais ça fonctionne pas. Du coup, est-ce que toi, Mmh. tu as des conseils par rapport à ça pour les produits électroniques? Oui, ah, bijoux, mais peut-être que ça m'a échappé les bijoux, mais peut-être que c'est déjà aussi dans le fashion. Mais Ouais. pour revenir Non, non, ouais, pour les revenir bijoux, c'est quand même à part. C'est quand même à part, je trouve. mais pour revenir à ta question, pour les produits électroniques, oui, c'est cher à envoyer, mais si tu as vraiment un bon partenaire pour envoyer les produits, pour choisir le fabricant, il y en a pas vraiment beaucoup de produits qui ont beaucoup de services après-vente chez nous. Par exemple, la personne qui fait 3000 commandes par jour, ils font des produits électroniques et ils n'ont jamais eu de problème sur le produit. La personne qui fait les brochines aussi, quand ils ont changé avec nous, ils ont jamais eu de problème avec le produit, mais il y avait une fois, le produit était, cassé pendant, l'envoi. Donc, il faut vraiment déjà avoir un bon plan pour le fabricant, un bon plan pour le packaging et tu dois être, calé. Mais si tu choisis des produits qui sont pas de bonne qualité, les é et pour les électroniques aussi, il y a les plugs qui sont différents. En Ouais. France, c'est différent, US, c'est différent. Si tu travailles avec quelqu'un qui n'a pas assez d'expérience sur ce genre de choses, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc il faut vraiment savoir quel est le bon plug, quel est le bon on conseille toujours à nos clients de vérifier le produit eux-mêmes, s'ils vont se caler. Comme Hmm, ça, ils savent comment acheter comment vendre. Parce qu'il y a des fois, peut-être qu'ils lisent seulement les descriptions sur AliExpress et il y a des fonctions qui ne marchent même pas. hmm, Donc, il faut vérifier et on les aide à vérifier, mais aussi on les dit: «Tu peux aussi vérifier», comme ça tu peux voir, tu connais ton audience mieux que nous, tu peux voir comment tu peux placer ce produit dans ton marché. Ok, ouais. Très intéressant. Les gars, écoutez-la. Ne faites pas les rapias. Là, si vous avez un produit qui commence à être bien, commandez-le. Faites comme vos clients, voilà, et vous regardez le truc. Là, vous aurez vraiment la même expérience que vos clients et ce sera pour vous une façon aussi de vous dire, ok, est-ce que si moi-même j'achetais sur ma boutique, je serais satisfait de ce que j'achète? Parce que je pense que, bon, certains, ils s'en fichent, mais moi, je trouve que c'est toujours bien de se mettre à la place du client, de regarder ce qu'il reçoit et de se dire, OK, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je peux améliorer? Est-ce que je peux faire quelque chose de mieux? Ou est-ce que c'est suffisant, justement, comme elle dit? Et ensuite, on peut scaler comme ça. Ça, moi, je pense que c'est vraiment un très bon conseil. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir 3000 € pour commencer le drop? Alors, moi, je dirais non. Dina, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Heu, je crois, dans le côté approvisionnement, logistique et tout ça, non. Parce que quand tu commences, peut-être que tu auras si tu es chanceux, peut-être 10 commandes par jour et tu n'as pas besoin de 3 000 € pour ça. Côté marketing, pub et tout ça, ben, je ne serais pas la meilleure personne pour répondre à ça. Ouais, pas de souci. Mais voilà, moi, pour te répondre, Nasser, honnêtement, moi, je me suis lancé hors formation dans le drop à la base, j'avais 500 balles. Voilà, j'avais 500 balles et fallait que je make it. C'était all in. Et si tu travailles vraiment bien et que tu fais vraiment ton travail d'analyse pour regarder la trend, le marché, ça va être sûr en fait que tu as un bon produit, un bon canal, des bonnes ads, un bon marketing, ça doit print, ça doit faire de l'argent, c'est sûr. C'est après juste comment tu vas travailler. Moi, je conseillerais vraiment pour être bien,
sans payer la formation et tout, si tu achètes une formation pour apprendre à faire le e-commerce ou le dropshipping, il te faut 1000 euros, c'est bien. Moi, je dis que 1000 euros, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de faire des testings sans avoir trop peur de voir que tu dépenses, t'as pas de vente, etc. au début. Et je trouve que 1000 euros, c'est suffisant pour trouver ses premiers winners, personnellement. Moi, je trouve que si tu travailles vraiment bien, c'est suffisant. Et si, après, bien sûr, il y a toujours des exceptions. T'en as qui vont devoir dépenser plus, t'en as qui vont devoir dépenser moins. Pour moi, personnellement, 1000 euros, ça suffit. 3000 euros, c'est pas obligé. Carlito, il te dit merci Dina pour ce que tu dis, ce que tu as expliqué pour les tailles. Il y a Max, il demande est-ce que vous disposez d'un service technique capable de concevoir et d'industrialiser un produit? Oui et non. Pourquoi oui? Parce qu'on on aide les clients à à créer leurs produits et quand on les aide, on est leur, soi-disant interprète entre le client et le fabricant. Donc on parle avec le fabricant au billet du client pour dire, «On veut faire ce produit-là» et le client doit fournir tous les détails et le fabricant en retour, ils vont dire, il faut donner, par exemple, des détails techniques comme ça et c'est le client qui va tout, compléter ces informations. Nous, on joue un rôle d'intermédiaire pour que vous puissiez travailler avec un fabricant qui est sérieux et qui est un bon fabricant. Après, heu, on essaie aussi de négocier avec le fabricant pour les quantités minimales parce que, on comprend bien que quand tu crées un nouveau produit, peut-être que tu ne veux pas acheter 10 000 pièces en une fois Mhm. et donc notre boulot vraiment, c'est d'être, ton interprète avec le fabricant et de protéger tes intérêts et aussi de t'aider à avoir un bon deal avec le fabricant. Ok, bah voilà. Je sais pas après si tu as d'autres questions, Max, par rapport à cette question-là. Euh, alors, il y a Issa, il dit merci beaucoup pour les informations pépites. Je sais pas si tu sais comprendre ce que ça veut dire, mais en gros, c'est des super informations. Donc, Euh, ça m'a fait plaisir et je suis vraiment contente de parler avec vous, avec tout le monde. Super, ça fait vraiment plaisir aussi de t'avoir. C'est rare qu'on ait, si tu veux, en fait, Twitter, Twitter français, l'e-commerce Twitter français, je trouve que c'est un tout petit monde, tu vois. Et il y a des Mmh gars qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent et qui ont vraiment des grosses marques et personne ne le mh. sait. Il y en Mmh a, ils sont juste là à essayer de trouver des informations pour réussir. Ils galèrent, mh. tu vois, ils n'y arrivent pas, nanana. Et moi, c'est vraiment pour ça que j'aime avoir des invités comme toi. Parce que toi, Mmh tu es en contact à l'international. Bah moi, j'ai directement discuté justement avec Sean, mh. le CEO, et Mmh j'étais vraiment content qu'il me propose ça, parce que mh. voilà, vous êtes, moi je l'ai connu vraiment plus dans un groupe où c'est des gars de l'international e-commerce qui parlent, tu vois. Et j'ai Mmh l'impression qu'en France, c'est ça qui manque, c'est cette ouverture, si tu veux, à l'international. Déjà, ils ont beaucoup de mal à parler en anglais, donc forcément ça aide pas, et ça aide d'avoir des échelles plus grandes pour se projeter. Et moi, ça serait un conseil, par exemple, que j'ai à donner aux personnes ici qui nous écoutent et qui ont encore du mal. C'est dites-vous toujours, dans le e-commerce, les échelles, elles sont beaucoup, beaucoup plus grandes que ce que vous croyez. C'est-à-dire que vous pensez que c'est difficile de vendre à 10 000 clients, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus facile que ce que vous pouvez penser. Vendre à 100 000 clients, c'est facile aussi. Ça va juste dépendre du pays dans Mmh lequel vous souhaitez vendre, la niche dans laquelle vous souhaitez vendre, et bien sûr le produit aussi et le problème auquel il répond ou la chose qu'il apporte au client. Donc vraiment pensez toujours plus grand. C'est vrai que c'est difficile quand on vient d'une ville française petite ou même juste de Paris de se dire ah oui on peut faire vraiment des sommes très grandes en e-commerce, mais c'est possible et ça peut arriver très très vite. À partir du mh. moment où vous avez le cash flow, ça peut aller très vite. Et puis si, bah ouais, je pense, Dina, du coup, toi, imaginons, tu as un client qui va scaler Mmh et il a un problème parce que moi je sais que là la trésorerie ça peut souvent être un problème au niveau du scaling. Tu as un bon produit, ça fonctionne bien, mais t'as pas assez de trésorerie pour acheter en avance, pour expédier parce que tu dois payer les ads. Est-ce que vous avez des solutions où vous pouvez justement faire des genres de prêts? Comment ça fonctionne? Oui, donc ça, c'est vraiment un problème que beaucoup de vendeurs en ligne, ont et on a
plusieurs solutions à offrir pour nos utilisateurs. Par exemple, on a un partenariat avec, une entreprise de crédit, et parce qu'on a un wallet, ce wallet, tu peux ajouter de l'argent dedans et tu peux payer toutes les commandes avec, et on fait un partenariat avec cette entreprise où ils évaluent ton business et ils peuvent te donner un prêt en avance. Par exemple, ils vont directement ajouter de l'argent dans ton Hypersque Wallet, comme ça tu peux directement envoyer les commandes et à la fin du mois, tu leur rends leur argent ou je sais pas. Donc, on a cette option-là pour, la plupart des utilisateurs qui ont un cash flow contingentel. Une autre solution aussi, par exemple, pour les personnes qui doivent, produire le faire des productions de leurs produits parce qu'ils ont scalé grave. On négocie avec les fabricants parce que d'habitude, les fabricants, ils disent: «Il faut payer 100 en avance avant Mmh. qu'on fasse ça». Donc on négocie avec eux et on fait des payment terms du genre, on paie 50 maintenant et après un mois, on paie le reste ou du genre comme ça, et ça OK, dépend de la flexibilité du fabricant que tu peux avoir 50-50, 70-30, mais ça aide beaucoup, les vendeurs en ligne parce que, l'argent de Shopify, par exemple, ne tombe directement pas dans leur exact. compte. Donc il faudrait attendre quelques jours et tout ça. Donc, ça on a plusieurs, options à faire. On ne prête jamais de l'argent Ouais, bien aux sûr. aux entre avec des partenaires qui offrent des solutions comme ça. Donc par exemple, c'est possible, de faire, par exemple, là, toute cette semaine, je te paye la facture à la fin de la semaine? Non, c'est pas vraiment comme ça. C'est Ah OK. si tu travailles avec, l'entreprise de crédit, ils vont d'abord ajouter l'argent dans ton Hypersque Wallet. Après, on utilise cet argent pour envoyer toutes les commandes et tu vas payer ce montant à l'entreprise à la fin du mois, par exemple. D'accord, OK, OK, ouais. OK, oui, donc c'est OK, ouais, 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 OK. Non, non, je comprends bien. OK, nickel. Du coup, Max, celui qui t'avait posé la question tout à l'heure par rapport au produit que tu crées, toi-même avec, un fournisseur, il demande Mmh. s'il te donne un cahier des charges, pour développer un produit, est-ce que les usines, elles peuvent revendre ce produit à d'autres clients ou est-ce qu'il est protégé, pour que, bah, ils le vendent pas à d'autres marques, quoi, pour garder l'exclusivité? Heu, on peut demander aux fabricants de signer un contrat d'exclusivité. Heu, mais aussi ça dépend, est-ce que c'est vraiment un produit que toi tu as vraiment créé ou c'est une modification et tout ça. La Mmh, plupart des usines, ils vont pas produire ton produit et revendre à d'autres personnes parce que c'est un risque pour eux de stocker tout ça et d'espérer de le vendre. mmh. Donc, on peut faire un choix de faire un contrat avec eux, heu, mais aussi, ça dépend, est-ce que ça en vaut la peine pour eux de faire, hem, heu, un contrat d'exclusivité avec toi? Par exemple, il y avait un cas où, un client voulait faire une exclusivité avec, l'usine, et quand ils ont vu le volume de clients, ils faisaient pas même, 500 commandes par mois, et pour eux, ça n'en vaut pas la peine parce que peut-être qu'après ils pouvaient avoir plus de commandes, et le client était exigeant, il faudrait pas même vendre des produits similaires, et c'était ça qui n qui ne passait pas avec le fabricant. OK, Donc, chaque cas est différent, mais c'est toujours possible de faire un contrat d'exclusivité avec eux, et si ça en vaut la peine, oui, ils vont l'accepter. OK, très intéressant. Bah voilà, je pense qu'elle a répondu à ta question. Hem, ah oui, il y a Tal qui demande: «Est-ce que vous savez cacher la provenance de Chine sur les colis?» Oui, donc, on tous nos, shipping labels, c'est avec, il y a que le détail du client qui est dessus. Donc il y a juste Mmh, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone. Ça dit pas ça vient de ta boutique ou de Hyper ou de qui. OK. Hem, Mais est-ce que par par exemple, il y a le from China ou from, Guangzhou ou je sais pas? Non. OK, Par contre,
après le 13 décembre 2024, l'Europe a sorti un règlement où tu dois écrire la provenance du produit. Donc, chaque produit dans l'emballage doit avoir un sticker qui dit ce produit a été fabriqué par Guangzhou Factory, blablabla. Et ça doit être là. C'est un règlement que l'Europe a mis en place le 13 décembre. Mais je Hmm. pense pas que c'est un trop grand problème parce que même si tu vas à Walmart ou ou à des boutiques, ils doivent aussi mettre ce genre d'informations et la plupart des produits sont fabriqués en Chine, Bien donc sûr. Mais oui, mais ça, tu vois, nous, on sait, et puis on a des produits qui sont ici, on voit, c'est made in China, mais c'est des bons produits, tu vois. Mais la plupart des clients, ils vont pas forcément être au courant, ils ont tous dans leur tête, ok, made in China égale bad quality, alors que c'est pas vrai, c'est pas forcément vrai. Donc, tu vois, je pense que c'est pour ça qu'il y a quand même des gens qui essayent de vouloir cacher, en tout cas sur le label qui indique ouais. que ça vient de Chine, mais bon, de toute Sur le façon, label, il y en aura pas et aussi on a une fonction sur Hypersque où quand le tracking number est mis à jour, d'habitude, ils vont te dire que ça c'est parti de Shenzhen ou Hong Kong ou je sais pas quelle ville de la Chine. ouais. Mais on a une fonction où ça va juste dire, hem, c'est parti du pays originaire et ça ne mentionne pas qui est le pays originaire. Hmm. Après, après, le produit arrive en France, donc ça va changer avec un numéro de la poste ou Colissimo Ouais. et tu vas juste voir les infos à partir de la France et tu ne verras rien de la Chine ou du truc du genre. Tu vois, parce que moi j'ai un problème justement par rapport à ça, c'est que quand mes colis, je donne à mes clients le numéro de suivi, mais je donne pas celui français directement, je donne que le numéro de suivi depuis la Chine, ils vont par Mmh exemple, ils vont sur 17 Track et ils vont mh. mettre directement là-dessus. Et là-dessus, ils voient. Est-ce que Mmh. vous pouvez cacher là-dessus aussi? Si j'utilise, on a une option où on donne simplement que le last mail. Donc Ok. si on te donne le numéro de suivi de la poste, donc ils vont rien voir. Mais si tu Hmm. donnes, par exemple, le numéro de suivi de Express ou Yanwen, donc dans ce cas-là, ils vont tout voir. Ah voilà, ok, ouais, ouais, bien sûr. Ok, intéressant. Ouais, bah sinon c'est vrai que ouais, une des solutions c'est de, de dire où en est le colis, mais pas donner tout de suite le tracking et on le donne que quand il y a le dernier, quoi, le local tracking. Ok, intéressant, merci. Il y a Issa, il demande, est-ce qu'il y a des intérêts sur le crédit avec la société avec qui vous fonctionnez? Oui, il y a des intérêts. Donc, les intérêts qu'ils demandent, c'est différent pour chaque client, mais le retour que j'ai eu, c'est que c'était moins cher que les credit cards. Donc, c'est pour ça qu'ils ont utilisé. Hmm, Donc, ça, c'est vraiment, il faut leur donner combien de commandes tu fasses par mois, ton cash flow et tout ça. Ils vont déterminer le taux d'intérêt avec toi. ok. Il y a une question aussi, il demande est-ce que tous tes clients passent par 1688 ou Alibaba ou est-ce que tu as des supplies externes pour certains clients? Mmh, pour ça, la plupart, oui, c'est toujours via Alibaba. Donc Alibaba, c'est une grande compagnie avec 1688, Taobao et ce genre de plateforme. Mhm. Heu, mais il y a toujours des clients qui en négocient directement avec les fabricants et ce genre de clients, s'ils négocient directement avec le client, on se charge justement d'envoyer les produits. Donc ils envoient tous leurs produits dans nos entrepôts et on se charge seulement de l'envoi, de l'expédition. Donc oui. Ok. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions sur le space ou à demander à intervenir. Là, on a déjà passé presque 1 heure et demie ensemble. On arrive à la fin. Moi, je vais encore poser une ou deux questions. Mais si vous avez des questions, donc c'est vraiment maintenant ou jamais. Dina, elle a vraiment une super expérience et elle peut répondre à beaucoup de choses. Moi, j'ai l'impression qu'il propose franchement un service professionnel en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas. Euh, Attends, j'avais noté deux, trois questions. Tac, 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 comment ok.
Non, mais en fait, j'ai fait le tour. Moi, j'ai quand même pas mal fait le tour. Est-ce que toi, tu aurais d'autres, je sais pas, des conseils à donner en plus pour les e-commerçants, que ce soit dans le business en général, que ce soit quand ils veulent se lancer ou quand ils veulent scaler plus haut, plus fort, des choses que t'as pas encore dites que tu aimerais donner en conseil? Hem, je crois qu'on a tout dit, mais juste que, pour si vous voulez scaler un produit, il faut vraiment, parler avec vos partenaires en approvisionnement parce que c'est vraiment le la première erreur que j'ai vue avec les clients qui n'a pas bien communiqué leur expectation et leurs demandes. Après, il faut être compréhensif aussi parce qu'il y a aussi, la différence culturelle entre vous et les agents en Chine et des fois, peut-être que, il y a des malentendus et tout ça, mais il faut voir la coopération avec les agents comme un partenariat et s'il y a un problème, il faut toujours les résoudre ensemble s'ils sont toujours transparents avec vous. S'ils sont pas transparents avec vous, donc voilà, il faudrait quitter et trouver d'autres personnes, mais s'ils sont toujours transparents avec vous, il faut vraiment, grandir ensemble parce que si vous allez toujours changer d'agent tout le temps, vous perdez de temps et aussi, vous perdez beaucoup d'argent. Mais si vous voyez que ça ne marche pas et qu'ils ne sont pas transparents avec les faits et tout ça, donc oui, c'est le moment de quitter. Donc la compréhension, la communication, c'est vraiment, la recette de réussite pour, un travail entre les vendeurs en ligne et les agents et sociétés comme nous. Ok, et du coup, ça m'amène une autre question, juste, c'est quand tu Mmh. parles de transparence, quel genre de transparence on pourrait attendre de nos agents ou des personnes avec qui on travaille? Et si on n'a pas ces éléments-là, on pourrait se poser des questions. Voilà, qu'est-ce qu'on est en droit d'exiger que peut-être vous vous donnez déjà comme information? Et si voilà, on n'a pas ces informations, c'est que ils sont pas transparents, en gros. Je pense vraiment, surtout dans le monde dropshipping, heu, par rapport à ce qu'on a vu dans l'industrie, il y a beaucoup d'agents qui ne communiquent qui ne disent directement pas la vraie situation avec les vendeurs en ligne. Par exemple, ils disent que: «Oh, le fabricant a le produit», après tu commences à acheter, ils ont dit: «Ah, ils ont pas envoyé» ou comme ça, mais en fait, ils ont même pas fait leur, travail de trouver le produit. Ou des fois, il y a des agents qui envoient aussi des fake, numéros de suivi et tu ne t'en rends compte qu'après quelques semaines et ça, c'est vraiment, difficile de rattraper. Il y a aussi, des agents qui te promettent, d'envoyer, tes colis vraiment rapidement et après, ils te donnent peut-être 5 ou 6 tracking numéros de suivi, ce qui veut dire qu'ils ont vraiment choisi ces 5 pour te dire que ça va arriver dans tel délai. Il faudrait toujours demander, 100 ou je sais pas 50, tracking number. Comme ça, tu peux voir leur moyenne en général, c'est comment et heu Hmm. et aussi si tu fais de grandes productions, il faut toujours faire des suivis comme quoi, donner une date précise. Si le produit, la production est de 15 jours, tu demandes au 7e jour si tout va bien et il devrait avoir des updates. Par exemple, il y avait eu un retard, ils devraient te le dire que: «Non, il y a eu un retard». S'ils ne te disent rien après il y a un retard, ça veut dire qu'ils sont pas très transparents. Parce que ça Hmm. arrive tout le temps, le fabricant te dit: «Ça va prendre 15 jours pour faire pour la fabrication» et après, ils ont pas eu tous les produits à temps ou peut-être que c'est les périodes de vacances en Chine et il y a beaucoup d'attentes et si tu ne connais pas tous ces délais et tu ne t'attends pas, c'est vraiment quelque chose qui va détruire ton business. Donc ce genre de petite communication comme ça, c'est très important avec les agents et avec les vendeurs en ligne. Ok, c'est super intéressant, merci beaucoup. Moi, j'ai une toute dernière question à te poser, donc qui est par rapport au nouvel an chinois qui arrive là. Mmh mh. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la vérité?
C'est-à-dire qu'il Mmh, y a des agents qui vont dire, OK, vous pouvez faire du stock. Nous, tous les 3 4 jours, il y a les sociétés de livraison qui vont venir, amener donc les colis, au fret aérien. Mais par contre, il y mmh. aura pas de d'avions qui vont décoller. Heu, Est-ce que ça sert à quelque chose de faire du stock pendant le Nouvel An chinois? Comment ça fonctionne? De quand à quand, les colis vont partir ou pas partir? Je sais que les usines là, par exemple, la plupart, je crois qu'elles sont fermées dès maintenant. Voilà, juste Oui, là-dessus, un peu ce que tu peux nous dire. ouais. Chaque nouvel an chinois, oui, les usines partent p environ 3 4 semaines et si tu as un stock, je ne peux pas parler pour les autres, mais pour Hyperscu, depuis on est en existence pendant 6 ans. Depuis ces 6 années, j'étais présente pendant 5 ans et on peut envoyer tous les jours si tu as le stock dans notre entrepôt. Tous les jours sauf le dimanche. Les avions, ils partent toujours et après, la veille du nouvel an chinois, pendant 4 jours, on n'envoie pas et ça, on te le dit directement en avance. C'est pas quelque chose de c'est pas une surprise. Il y aura 4 jours où on ne travaillerait pas Mmh. et c'est pour ça que c'est important d'avoir un stock et c'est vraiment un moment pour les boutiques d'avoir plus de profit parce qu'il y a beaucoup de boutiques qui ne font pas de ads pendant cette, période-là. Ils mettent tout en pause et les ad costs sont moins chers et tu as aussi beaucoup de plus de clients parce que tout le monde dit qu'on est en vacances, blablabla, mais toi, tu n'es pas en vacances. Mmh. Donc pour l'année prochaine, si tu es dans le stade où tu peux faire du stock, oui, hem, je conseille de faire le stock si tu peux le faire et de demander vraiment le schedule pour l'argent, si s'ils vont vraiment envoyer et tout ça. Ben, pour notre cas, nous, on envoie lundi jusqu'à samedi et il y a 4 jours pendant les 3 4 semaines où on ne travaille pas. OK, et ça commence quand? C'est quand vraiment le premier jour là du Nouvel An chinois? 25, je crois que c'était le 26 janvier. Oui, 26 janvier. Donc Donc du c'est 26 janvier jusqu'au, 29, là, c'est sûr que aucun agent n'envoie de commande, c'est ça? oui, OK, d'accord. Et puis ouais, en fait, le vrai problème, c'est juste que c'est les usines qui prennent 2 à 3 semaines de pause. le 29 janvier, désolée. Donc c'est Comment? 29, 28, 29, 30, 31 janvier. D'accord, OK, voilà, donc c'est la semaine d'après, quoi. OK. Et Ouais. donc en fait, voilà, la réalité, c'est que les agents continuent de travailler, c'est juste les usines qui ferment pendant 2 à 3 semaines, donc ils vont pas envoyer de produits aux agents, donc il faut que les agents aient déjà dans leur warehouse les produits pour pouvoir les envoyer, c'est tout. Oui et quand tu dis les agents vont travailler, heu, les agents, par exemple, la Hyperscu, ils ont un congé d'une semaine. Pour les autres boîtes, peut-être que c'est différent, mais Hmm, quand tu arrives Hyperscu, tu n'as pas vraiment besoin de l'agent dans cette période-là parce que tu te connectes, tu paies les commandes et ça part directement. Donc OK. heu, donc tu n'as pas vraiment besoin de si tu as un problème, tu peux laisser un message et ils vont, répondre. Donc pour Hyperscu, les agents et l'entrepôt, c'est séparé. L'entrepôt, eux, ils travaillent tous les jours. Les agents, ils ne travaillent pas pendant les vacances. Parce que Donc OK. Parce que les ouais. entrepôts, ils sont plus pauvres. Non, je rigole, je rigole, je rigole. Non, non. Donc eux, ils sont obligés de travailler. En fait, oui, les gens des entrepôts, la plupart d'eux travaillent journalièrement, donc s'ils ne travaillent pas, ils ont pas d'argent. Mais D'accord. bon, Ah, sérieux, ils sont payés. Ah, d'accord, je savais pas ça. OK, ils sont payés à la journée, quoi. mais la plupart d'eux, ils préfèrent être payés par jour, comme ça, c'est plus. Ah, ça c'est intéressant. OK. Écoute, on a deux dernières questions, si ça te va. Mmh. C'est des personnes qui ont posé. Alors, il y a déjà le premier, c'est l'artiste, il demande, est-ce que tu as des tips pour remonter un supplier d'un concurrent qu'il n'arrive pas à trouver sur 1688 ou Alibaba? Par exemple, lui, il n'arrive pas à trouver toutes les variantes. Est-ce que tu as un tips ou est-ce que peut-être vous pouvez l'aider? Je sais pas. Oui, en général, il faut d'abord donner les photos et on va
demander à tous les fabricants dispo qui peuvent faire le variant. Et pourquoi il y a des variants comme ça? Parce que peut-être que, hem le fabricant a déjà des variants fixes qu'ils vont faire et il y a des variants que les vendeurs en ligne ont créés eux-mêmes Hmm, et ils produisent ça en bulk. Du coup, c'est pas disponible directement au marché, mais si tu veux avoir le même variant, peut-être que toi aussi tu dois, produire en gros pour l'avoir et des fois aussi il y a des variants où ils ont produit en gros, mais après ils ont pas pu vendre les produits et c'est dispo momentanément. C'est pas disponible, c'est dispo temporairement. ah d'accord, Donc je comprends. c'est pas vraiment un bon choix pour se caler. Mais tu Ok. peux toujours envoyer la photo et on va voir si quelqu'un peut le faire. Ok. Et dernière question, donc, Max, il demande, est-ce que tu peux faire un récapitulatif de votre service? Est-ce que tu peux les accompagner pour fabriquer un produit en assemblant différents produits semi-finis, concevoir et produire le packaging, assurer l'emballage, gérer l'expédition tout en garantissant la qualité des produits? OK, donc oui, parce que c'est une plateforme pour vous aider à approvisionner de vos produits, faire du branding, expédier vos produits ou créer votre marque. Donc, si vous avez Shopify, vous pouvez directement installer l'application Hypersque sur Shopify et après, si vous avez WooCommerce, vous pouvez aussi installer ça. Hem, Après vous aurez, accès à un service client. Si vous avez des commandes, vous aurez accès à un agent et vous pouvez envoyer les détails du produit que vous voulez créer avec, l'agent. Hem, En base, vous devez envoyer les designs, la photo, les idées que vous avez, le plus complet possible. Comme ça, on peut, discuter avec le fabricant. Après, le fabricant va, donner une liste des détails manquants et vous allez compléter cela et ils vont donner un prix et le MOQ. Ils vont faire un échantillon, heu et vous allez payer pour l'échantillon. Ils vont faire l'échantillon, vous allez valider l'échantillon. Après que vous allez valider l'échantillon, ils vont faire la production en masse et hem, quand la production en masse est finie, ils les envoient dans nos entrepôts. On vérifie, la qualité et tout ça et on confirme la commande avec les fabricants. Si jamais il y a des problèmes, on peut leur dire, quels sont les problèmes et ils vont refaire la production. Ok. Peut-être que j'ai pas mentionné jusqu'ici notre temps d'expédition. Pour nous, on a plusieurs temps d'expédition disponibles. On a 4 à 8 jours pour l'Europe et États-Unis, 8 jours calendaires et si vous voulez payer moins cher, il y a 6 à 9 jours calendaires et si ce sont des produits, électroniques, c'est aussi 6 à 9 jours. Il y a pas d'expédition, hem disponible de 4 à 8 jours pour les produits électroniques et voilà. Et vous faites aussi le consommable, que ce soit des compléments alimentaires ou parce que ça c'est une nouvelle trend aussi? Pour le moment, on évite tous les consommables, donc non. D'accord, ok, très bien. Super. Bah écoute, moi je te remercie beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Si donc les gens veulent, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'écrivent sur Twitter ou ils téléchargent l'application sur leur Shopify? C'est quoi le mieux pour avoir vraiment, pour rentrer en contact avec Hyper SKU? Bah, le contact idéal, c'est mon WhatsApp. Donc si tu cliques sur mon profil, j'ai déjà mis mon WhatsApp dessus et si vous avez des questions, même si vous n'utilisez pas Hypersque côté, approvisionnement, vous pouvez toujours m'envoyer des messages et si vous voulez utiliser Hypersque, vous pouvez aussi, m'envoyer un message et on continue. Donc mon WhatsApp, c'est déjà sur mon profil Twitter, et tu peux m'envoyer un message sur WhatsApp. Ok, super. Bah alors merci beaucoup, vraiment, c'était super. On reste en contact et puis bon bah voilà, vous avez compris, si vous êtes intéressé, vous pouvez directement aller sur son profil Twitter et directement rentrer en contact avec elle. C'est super, merci beaucoup Dina, je te souhaite une très belle journée et puis encore merci pour ce temps que tu as passé avec nous et à nous donner toutes ces informations.
Mon mais c'était vraiment un plaisir d'être avec vous et merci beaucoup, et oui, on s'écrit. Super, top. Merci à tous. Passez une très bonne journée. Croyez en vos rêves, charbonnez et ça va le faire. Allez, ciao, ciao. Bonne soirée. Bye.